Nous sommes le 18 avril 2018 et on peut supposer que le 1er mai en France sera particulièrement suivi à Paris et dans les différentes villes de province. La France, depuis quelque temps, connaît de sérieux troubles et des grèves qui se multiplient de jour en jour, et à la tête de ce mouvement, qui n'est pas un mouvement général, parce qu'effectivement ces grèves sont éclatées, en tout cas pour l'instant, on ne peut pas parler de convergence des luttes, et à la tête de ces grèves, il y a bien entendu la grève perlée des cheminots français, donc à la SNCF. Grève perlée qui affecte la vie des Français, puisqu'il s'agit de mener une grève où 2 jours par semaine les transports sont interrompus, mais l'objectif n'est évidemment pas d'affecter la vie des Français, c'est bien sûr de faire pression sur le gouvernement quant à son projet de modifier non seulement le statut, mais la place que la SNCF va avoir dans le transport public en France, tout cela étant lié à des directives européennes qu'il s'agira d'appliquer. Parallèlement à cela, plusieurs universités sont également en grève. Quand je dis les universités, entendons-nous bien, il s'agit principalement des étudiants, mais aussi d'enseignants, chercheurs qui s'opposent à une loi qui consiste à sélectionner les étudiants et les étudiantes à l'entrée des universités. Il y a 4 facultés qui sont à la pointe de ce combat pour l'instant. Tout d'abord, 2 universités de province, les universités de Montpellier et de Rennes, et ensuite 2 universités parisiennes, Nanterre et Tolbiac, dont on parle beaucoup aujourd'hui. Le 25 avril, c'est-à-dire dans une semaine, nous avons décidé à quelques-uns, dans le cadre des activités mensuelles du groupe ACAB, c'est-à-dire Action culturelle anarchiste de Bruxelles, de consacrer, et c'était bien entendu incontournable, une soirée débat à l'héritage de mai 1968. Nous l'avons intitulé « D'un mai à l'autre, réalité et récupération de mai 68, donc 1968-2018 ». Dans ce contexte, j'ai décidé de parler en historien de l'évolution des rapports de production en France depuis 50 ans, dans le cadre donc du monde de ce qu'on appelle habituellement le monde du travail. Il s'agit donc de comprendre comment ont évolué les relations entre d'une part le capital et d'autre part le travail lui-même. Autrement dit, les capitalistes, ceux qui possèdent les moyens de production, qui en sont propriétaires, et d'autre part ceux qui doivent vendre leur force de travail pour vivre, voire pour survivre. Mon plan comprendra 2 parties. Dans une première partie, il sera question de chiffres pour éclairer un petit peu mes auditrices et mes auditeurs, de chiffres pour comparer d'une part la place des salariés, des ouvriers en 1968 et aujourd'hui,
Et dans un deuxième temps, toujours dans cette première partie, il s'agira de voir comment les conditions de vie ont pu évoluer au sein de l'entreprise. Et dans une deuxième partie, il sera plus particulièrement question de la manière dont et de l'évolution de l'organisation du travail imposée dans les entreprises aux travailleurs. Première partie donc, quelques chiffres pour voir d'un point de vue purement quantitatif quelle est la place des salariés et plus particulièrement des ouvriers dans la société française d'aujourd'hui par rapport à un demi-siècle. Tout d'abord, en ce qui concerne le salariat. En 1968, il y avait 15 millions de salariés. Aujourd'hui, il y en a 25 millions. Autrement dit, on est passé, lorsque l'on prend l'ensemble de la population, donc, active, de 73% à 89% de la population. Donc il y a eu donc une augmentation de 15% de la population active qui est salariée. Donc on se rapproche pratiquement donc de 9 personnes sur 10 qui sont salariées en France. Ceci, bien entendu, est le résultat d'une évolution du monde du travail, puisque on peut dire que le nombre de petits commerçants et de petits agriculteurs a fondu comme neige au soleil. On peut considérer aussi, à première vue, que le salariat apporte une certaine sécurité, mais il faut mettre tout ceci entre guillemets par rapport à des petits travailleurs indépendants tels que l'on en connaissait en nombre plus important en 1966. Maintenant, quand on voit l'évolution du nombre des ouvriers depuis 1968 jusqu'à nos jours, qu'est-ce qu'on constate? Aujourd'hui, il y a pratiquement 6 millions d'ouvriers en France. En 1968, ils représentaient 40% de la population active. Aujourd'hui, 20%. Les chiffres sont assez significatifs. Donc, il y a une diminution de moitié du nombre d'ouvriers par rapport à un demi-siècle. Alors, quelle place occupent les ouvriers par rapport aux autres catégories socio-professionnelles? Tout d'abord, ils se situent maintenant, ce qui n'était pas le cas précédemment, en 68, il y a donc un demi-siècle, ils se situent derrière les employés, aujourd'hui 28%, derrière ce que l'on appelle habituellement les professions intermédiaires, 25%, et ils sont devant, mais légèrement devant les professions intellectuelles supérieures, 18%. Donc on voit déjà que, en chiffres, le rapport de force ne peut pas être le même dans des manifestations dans la rue ou dans le cadre de négociations avec le patronat ou avec le pouvoir gouvernemental. Maintenant, il faut savoir que les ouvriers aujourd'hui travaillent surtout dans des petites et des moyennes entreprises et en majorité dans le tertiaire. Donc là aussi, une modification totale par rapport à 68, où là, il existait de très grandes entreprises, il en existe toujours aujourd'hui, mais moins nombreuses, en tout cas en termes de personnel,
ouvriers, en tout cas je dis bien ouvriers, ce qui n'est pas le cas évidemment dans le domaine des employés, et alors ils travaillent dans le domaine tertiaire. C'est évidemment des conséquences importantes en termes de rapport de force. Tout d'abord sur le plan syndical, c'est que les mobilisations sont beaucoup plus difficiles dans ce cadre-là. Dans les petites et dans les moyennes entreprises, il est difficile de réunir beaucoup de gens, d'autant plus que un certain nombre les petites entreprises n'ont pas automatiquement, et certainement pas d'ailleurs, certainement pas automatiquement, de représentants syndicaux. En tout cas, ce n'est pas prévu légalement. Et dans les moyennes entreprises, vous pensez bien qu'il est beaucoup plus délicat de se porter gréviste parce qu'on est très rapidement identifié comme tel, et donc pour les travailleurs qui sont un petit peu considérés comme des agitateurs, ou en tout cas comme des suiveurs face à des mouvements de grève, ils sont en position de faiblesse. Maintenant, sur le plan politique, on voit aussi que tout cela a eu des répercussions, que cette réduction de moitié en 50 ans du nombre d'ouvriers dans la population active depuis 68, il y a, et en tout cas également l'endroit où ils travaillent dans les entreprises, petites et moyennes, sur le plan politique, l'abstention est devenue de plus en plus importante, comme d'ailleurs dans le reste de la population française, lors des élections, quelles qu'elles soient, et un des partis qui rassure parce qu'il a des positions de repli sur soi en termes national, et parce qu'il tient également parallèlement un discours social, il y a eu évidemment un déplacement des voix massif du Parti communiste et d'autres partis du Parti socialiste vers le Front national de Marine Le Pen. Il faut se souvenir qu'en 1968, le Parti communiste, c'était plus qu'une institution, c'était un colosse dans la société française. Aujourd'hui, le Parti communiste ne représente vraiment plus grand-chose, quelques pourcents. Alors que le Front national, il n'était pratiquement rien en 68, alors qu'aujourd'hui, il se retrouve en deuxième place, et c'est déjà la deuxième fois, lors de l'élection présidentielle, enfin au deuxième tour, je veux dire. On se souvient de ce qui s'est passé dans le duel entre, comment dirais-je, Jacques Chirac et d'autre part Jean-Marie Le Pen, qui avait évincé au premier tour Lionel Jospin. Ici, à la suite des divisions de la droite et du scandale qui a affecté François Fillon, Marine Le Pen s'est retrouvée au second tour à nouveau. Donc là, les voix des ouvriers, pas seulement bien entendu, mais ont joué un rôle qui n'est pas négligeable. Donc on est dans une toute autre configuration, tant sur le plan syndical que sur le plan politique, pour des raisons d'ailleurs qui ne sont pas les mêmes. Nous passons maintenant aux conditions des travailleurs. Je vais d'abord parler de leur statut et ensuite de leurs conditions de vie, autrement dit des rythmes qui sont imposés dans les entreprises. Donc je commence tout d'abord par leur statut. Il y a deux types de statuts, si je puis dire. Il y a d'une part, à côté de ceux qui travaillent, bien entendu, une masse considérable de chômeurs. Les chiffres du chômage n'ont pas cessé d'augmenter depuis
le milieu des années 70. Je rappelle que en 68, sauf faire de ma part, mais je n'ai pas le chiffre précis en tête, je crois qu'il y avait 400 000 chômeurs en France, en tout cas moins d'un demi-million. En 1976, il y avait eu effectivement le premier choc pétrolier sur lequel on a d'ailleurs trop facilement rejeté la faute, alors qu'il s'agissait d'un problème de restructuration de l'économie dite de marché, autrement dit du capitalisme. En 1976, il y a en France 1 million de chômeurs. En 1984, 2 millions de chômeurs. Alors là aussi, on a expliqué les choses, en tout cas certains à l'époque, par le second choc pétrolier de 1979, et c'est avec cet élément-là qu'évidemment Giscard d'Estaing est revenu dans son débat télévisé avec François Mitterrand. Alors aujourd'hui, ce chiffre a encore doublé par rapport à 1984, puisque officiellement, suivant les critères établis par le Bureau international du travail, il y a 4 millions de chômeurs en France. On sait en fait qu'il y en a 6 millions. Ce sont des techniques d'établissement des statistiques qui font qu'il y a un certain nombre de gens qui sont chômeurs et qui disparaissent à la trappe. Je parle ici donc de ceux qui ne sont pas chômeurs complets indemnisés, bien entendu. N'oublions pas que si l'on prend les chiffres suivant les critères internationaux donc de l'ONU, qui ont un niveau de vie qui est inférieur au niveau de vie minimal pour vivre, et donc de 10 millions en France. Vous imaginez 10 millions en France, ce qui est tout à fait énorme. Maintenant, à côté des chômeurs, je vous ai dit, il y a aussi les précaires, qui sont de plus en plus nombreux. Alors ces précaires, on peut les diviser en deux catégories. Il y a tout d'abord la difficulté des jeunes à s'insérer dans le marché du travail. On sait qu'on a inventé de très nombreux, j'allais dire bidules, excusez-moi l'expression, pour essayer de leur donner la possibilité d'avoir un premier emploi. À côté de ça, il y a les nombreux travailleurs qui, ayant trouvé un travail, se trouvent sinon dans des activités de stage comme les jeunes, mais en situation d'intérimaire, et de plus en plus nombreux ceux qui travaillent dans le cadre de CDD, c'est-à-dire de contrats à durée déterminée. Ne parlons pas des vieux qui se situent dans la catégorie précédente, celle des chômeurs, puisque au-delà de 50 ans, ils coûtent trop cher et sont considérés dans beaucoup d'activités, en tout cas dans le monde ouvrier, comme de moins en moins rentables. Donc, ils sont mis en situation de précarité et donc mis au chômage. Eux-mêmes ne sont plus pris en compte dans les statistiques. On sait aussi que les conditions d'accès à toucher des allocations de chômage se sont réduites avec le temps, puisque dans le cadre de politiques d'activation des chômeurs, après un certain temps, ceux-ci ne touchent plus d'allocations de chômage et donc entrent dans un autre filet social qui en fait des individus, des travailleurs potentiels de second rang, avec de grosses difficultés évidemment pour vivre, puisque beaucoup d'entre eux tombent en dessous du minimum vital. À côté de ça, les politiques libérales, alors quand je dis les politiques libérales, le mot utilisé au pluriel n'est évidemment pas le résultat d'un lapsus ou d'un hasard, c'est que les gouvernements de droite, mais aussi les gouvernements socialistes, et je parle plus précisément ici
du dernier quinquennat, celui de François Hollande, ont été dans le même sens. François Hollande, à la fin de son quinquennat, a dit qu'effectivement, il ne le cacherait plus, il ne le cachait pas, il était franchement un social-démocrate. Entendons-nous bien, il s'agissait en fait d'un social-libéral. Hein, je crois que tout le monde l'avait bien compris, mais la phraséologie, la terminologie, en termes idéologiques, est toujours évidemment en décalage par rapport à la réalité pour des raisons électorales assez évidentes. Donc dans le cadre de ces politiques libérales, on a promu, on a vanté l'auto-entrepreneuriat en mettant en œuvre des politiques de défiscalisation. On peut parler aussi, et le phénomène est bien connu de nos jours, le phénomène d'ubérisation. Pensez au taxi, pensez à toute une série d'autres activités qui posent évidemment un gros problème, puisque ça oppose des travailleurs qui sont considérés comme des indépendants, alors qu'ils ne le sont pas, ce sont des semi-indépendants, puisqu'ils dépendent de plateformes, et d'autre part ceux qui sont des salariés travaillant donc dans des entreprises justement de taximen. À côté de ça, vous avez alors un phénomène qui est assez curieux et intéressant du point de vue de l'historien, c'est qu'il y a de plus en plus de travailleurs à domicile, des salariés, entendons-nous bien, dans le cadre du fameux télétravail, mais qui nous fait penser à ces premières étapes de la proto-industrialisation. On peut remonter au XVIIIe, au XVIIe siècle, voire avant, penser à l'organisation du travail telle que mise en place par les fabricants marchands au XIVe et au XVe siècle, par exemple dans les Flandres, à Bruges ou à Gand, où ces fabricants marchands donnaient la matière première à des tisserands qui travaillaient à la campagne et puis venaient rechercher le travail fini, drap par exemple, ou toile de lin, qui était alors vendu par le fabricant marchand. Donc en fait, on avait une situation de... Est-ce que ça a du sens pour l'époque de parler de semi-indépendant? Mais la situation, au fond, est similaire au système de l'ubérisation. Maintenant, en ce qui concerne les conditions de travail, on sait que les conditions de travail ont fortement baissé en France, sont devenues de plus en plus difficiles. Je pense plus particulièrement dans le domaine du travail manuel, mais pas seulement, dans le domaine du travail des employés également, la multiplication des troubles musculo-squelettiques qui relèvent en fait de l'ergonomie, c'est-à-dire que les gens se plaignent, et de manière tout à fait objective, de troubles de plus en plus importants, à la fois sur le plan musculaire, mais aussi donc ces problèmes de maux de dos, par exemple, qui deviennent récurrents et de plus en plus nombreux dans certaines catégories de travailleurs. À côté de ça, vous avez des troubles psychiques, troubles du sommeil. Les gens dorment de plus en plus difficilement. Ils se réveillent pendant la nuit, leur sommeil est léger. Ceci est lié à des phénomènes de stress, liés à la pression qui est exercée par les employeurs, ou les petits chefs, mais enfin qui relayent les décisions des patrons, et qui conduisent de plus en plus souvent à ce que l'on appelle maintenant le burn-out, c'est-à-dire une incapacité à travailler tellement on a été pressé comme des citrons jusqu'au bout, et qui conduisent parfois donc à des dépressions sévères. Maintenant, après avoir abordé tout d'abord en chiffres
ensuite en termes de conditions d'emploi et de conditions de travail, le monde des ouvriers et des employés, j'aborde maintenant l'évolution de l'organisation du travail dans les entreprises et de l'organisation, au fond, de ce que l'on appelle, je l'ai déjà dit tout à l'heure, l'économie de marché, mais tout simplement l'organisation du système capitaliste. Alors il y a un certain nombre de phénomènes, ou plutôt d'accélération de choses qui s'inscrivent dans le temps long et qui remontent au fond à 2 siècles, au XIXe siècle. Il y a un certain nombre d'éléments sur lesquels je voudrais insister. Tout d'abord, dans le cadre d'économie de marché, la financiarisation de l'économie, et ensuite voir quelles sont les techniques de management, c'est-à-dire d'organisation du travail dans le cadre des entreprises. Je commence donc par l'économie de marché, autrement dit le système capitaliste d'un point de vue macroéconomique. Depuis 50 ans, il y a eu un déplacement des lieux et des critères de décision, dans le cadre de ce que l'on appelle la mondialisation, même si ce mot est très souvent galvaudé. Tout d'abord, il y a eu une concentration du capital qui s'est vraiment accélérée, mais tout cela dans le cadre d'un mouvement séculaire. Donc concentration du capital, disparition de toute une série d'entreprises qui étaient bien connues des Français en 1968. Il y a eu de plus en plus de privatisation. En 1982, donc un an après l'accession au pouvoir du socialiste François Mitterrand, il y avait eu donc des nationalisations dans le domaine des banques et dans le secteur de l'énergie en particulier. Depuis lors, depuis cette période-là, et en particulier depuis le fameux tournant de la rigueur, 2 ans plus tard, donc en 1983, avec 1984, lorsqu'on est passé de Pierre Mauroy comme Premier ministre à Laurent Fabius, donc lorsqu'il y a eu une réorientation de la politique économique, on peut dire qu'on est passé à l'époque de l'argent roi. Et l'on sait bien que les années 1980 et début des années 1990 ont été une période où le capitalisme a pu s'étendre et, comment dirais-je, connaître une grande expansion. Les bénéficiaires de ce nouveau système, ou plutôt du renforcement de ce système, c'est l'importance de l'actionnariat. L'actionnariat, c'est un système qui existe depuis le XIIe et XIIIe siècle dans l'Italie du Nord, mais qui, au cours des siècles, s'est renforcé et connaît aujourd'hui son triomphe absolu. Les conseils d'administration, contrairement au développement du capitalisme au XIXe siècle, et encore dans une partie importante du XXe siècle, le capital était encore entretenu, pas toujours bien entendu, mais par un certain nombre de grandes familles, ou en tout cas par des patrons qui étaient identifiables. Il y a toujours des grands patrons, et il y a, on le sait, on en parle régulièrement, par exemple dans des magazines comme Forbes, des fortunes tout à fait colossales qui dépassent tout à fait l'imagination et qui entrent bien entendu dans le cadre du système capitaliste et dans le cadre, ça va de soi même, de l'expansion, et plutôt dans le cadre
la concentration de plus en plus importante du capital. Il s'agit de réduire au maximum les coûts de production, donc d'agir surtout sur la masse salariale en délocalisant de la France vers des pays où la main-d'œuvre est moins chère, à l'intérieur même de la France, en externalisant tout ce qui peut l'être, c'est-à-dire en donnant, enfin donnant ça ne veut rien dire, en déplaçant un certain nombre d'activités vers des sous-traitants que l'on va pouvoir payer moins cher, bien entendu, que la main-d'œuvre qui travaille habituellement dans l'entreprise. Tout ceci a conduit, lorsque l'on voit les chiffres en termes absolus, à une réduction massive de ce que les patrons ou l'idéologie dominante appellent le partage des revenus, mais en fait il ne s'agit pas du tout de partage, puisque par définition la plus-value est un vol, entendons-nous bien, mais les activités prédatrices du patronat ont augmenté dans des proportions tout à fait incroyables en 50 ans. Quelques chiffres que je vous donne maintenant. Entre 1967 et 1982, on est passé en fait de 67,5% de la valeur ajoutée dans le cas de la production au sein des entreprises en 1967 à 73% en 1982. Donc, si je compte bien, il y a eu une augmentation de 5% du partage, entre guillemets. Vous avez bien compris qu'il faut évidemment mettre ce terme entre guillemets, puisqu'il s'agit en fait d'une dérision ou d'un abus de langage, donc une augmentation de 5% du partage de la plus-value du capital vers les travailleurs, donc 5%. Alors là, c'est entre 67 et 82. Alors, à partir du milieu des années 1980 jusqu'en 2011, là, on va passer, tenez-vous bien, mouvement inverse de toujours ce partage, moi j'appelle ça donc du vol, hein, de 79% donc, au milieu des années 1980, donc au-delà, donc après 1982, donc 79%, on est passé donc au début des années 2010, en 2011, à 58%. Donc vous voyez le recul massif par rapport, comment dirais-je, à la répartition de la plus-value. Autrement dit, les travailleurs ont perdu 15% dans ce partage. Donc vous voyez que si l'on prend les choses à l'inverse, ce sont les prédateurs, autrement dit les actionnaires, la bourgeoisie, bien entendu, qui se met dans la poche une partie très importante qui a augmenté donc en 20 ans, une partie très importante du produit du travail des ouvriers et des employés. Effectivement, les conseils d'administration n'ont plus de stratégie de type industriel dans le domaine de l'industrie, elles ont une stratégie, je dirais, purement financière. Il ne s'agit pas d'investir, il s'agit de donner des dividendes à ceux qui possèdent des actions. Ça explique, bien entendu, entre autres, mais en partie, en grande partie, donc, cette différence entre les fortunes des plus riches et, d'autre part, la capacité de vivre et de survivre des plus pauvres. Autrement dit, les inégalités se sont
creusé très fortement, et ici il ne s'agit évidemment pas d'enjoliver un pseudo-âge d'or qui était celui de 1968, parce que, entendons-nous bien, on était dans les 30 glorieuses qui ont succédé à la Deuxième Guerre mondiale, mais il n'y avait pas que des revendications de type salarial en 1968, lorsque les ouvriers et les employés ont fait massivement la grève à ce moment-là. Rappelons-nous qu'il y a eu entre 6 et 7 millions de gens qui ont fait la grève au mois de mai 1968. On en est loin, bien entendu, aujourd'hui. Nous passons maintenant aux techniques d'organisation du travail dans les entreprises, ce que l'on appelle, donc d'un mot anglais, donc management. Les patrons ont bien compris quel était le message, ou en tout cas la forme du message qui est passé en 1968. Mais ils en ont pris, évidemment, que la partie qui pouvait être utilisable dans le cadre de la gestion du personnel. Vous savez que c'est un mot qui est scandaleux, évidemment, lorsqu'on parle de DRH, c'est-à-dire directeur des ressources humaines, qui ont, entre autres, pour fonction de licencier. On parle de ressources humaines comme en géographie, on parle de ressources naturelles. Évidemment, c'est mettre sur le même pied, et d'ailleurs cela est dans la tête du patronat et de la bourgeoisie, mettre sur le même pied ce qui relève directement des produits de la terre, des minerais, et d'autre part ce qui relève de cette main-d'œuvre que l'on doit utiliser, malgré les progrès annoncés de la robotique dans les prochaines années, mais qui ont déjà joué un rôle important depuis une cinquantaine d'années. Les entreprises ont donc retenu l'idée qu'il fallait faire participer, entre guillemets, le personnel dans le cadre de micro-décisions qui pouvaient être prises dans le cadre du procès du travail, du processus du travail. Donc, des dynamiques de groupe, de manière tout à fait perverse, ont été initiées. On a engagé des sociologues, on a engagé des psychologues pour mieux faire travailler en groupe les employés et les ouvriers. Il s'est agi d'associer les salariés, alors là, c'est tout à fait sournois, au contrôle de la qualité. Bon, moi, je travaille dans la fonction publique comme professeur, et j'ai vu tout cela arriver dans l'enseignement. Donc, on pourrait croire encore que ça s'est limité au ministère, à l'administration, que ça s'est concentré également dans le domaine de la santé publique. Non, dans le domaine de l'enseignement, on assiste depuis maintenant de nombreuses années à ce processus. De quoi s'agit-il? Eh bien, c'est que il s'agit d'engager, à raison d'un certain nombre d'heures par semaine, voire la totalité de leur horaire, des enseignants qui sont chargés de répondre ou même de concevoir des questionnaires pour mettre en place des interrogatoires des travailleurs quant à la qualité de leur travail, autrement dit leur rendement, que les choses soient claires. À côté de ça, les directions ont mis en place ce que l'on appelle dans les entreprises, mais aussi dans l'enseignement, des cercles de qualité. Or, ce sont les directions qui mettent en place cela.
profitant du recul de la vie syndicale, mais avec pour objectif, effectivement, et essentiellement, de contrôler les travailleurs avec des enseignants qui, là aussi, reçoivent dans le cadre de leur horaire des heures pour écouter les étudiants, puisque je travaille dans le supérieur, écouter le cas échéant les professeurs, ce qui permet évidemment de déplacer et de confiner les conflits dans un cadre qui est tout à fait, comment dirais-je, inacceptable, puisque les cercles d'écoute sont destinés à faire parler les étudiants comme s'ils n'étaient pas capables de le faire eux-mêmes, mais enfin, bon, passe encore, mais de les mettre face à face à des professeurs, déplaçant ainsi le conflit dans le cadre de la production de travail, c'est-à-dire celui qui oppose d'une part les travailleurs à leur direction, entre des acteurs, des agents du processus d'enseignement qui, évidemment, ne peuvent pas posséder les clés de résolution de problèmes quant aux conditions de travail des enseignants, liés également. Ils ne possèdent pas donc de solution non plus par rapport à l'encadrement, parce que celui-ci est lié par l'octroi de sommes qui viennent directement du ministère, puisque nous travaillons dans le cadre d'enveloppes fermées. Il y a une technique, alors aussi, mais là on se déplace vers le travail, l'organisation du travail lui-même. Je ne parle pas de ce que moi j'appelle des bidules pour éviter les conflits de classe, les conflits d'intérêt entre, d'une part, ceux qui sont propriétaires des moyens de production et ceux qui travaillent pour pouvoir vivre et se nourrir. Il y a donc un système qui a été mis en place, entre autres, où l'on promeut la rotation des tâches, visant ainsi à assurer une certaine polyvalence qui fait que les ouvriers et les employés, perdant une compétence parfois très pointue qui est la leur, doivent pouvoir ainsi suppléer des absences lors de congés, mais aussi des départs à la retraite où on vous déplace d'un secteur dans un autre. C'est ce qui est envisagé pour la SNCF. A priori, ce principe peut paraître sympathique, parce qu'effectivement, lorsqu'on pense au film de Charlie Chaplin, qui date de 1936, Les temps modernes, on voit que la limitation à une activité précise conduit à une aliénation complète des travailleurs. Oui, mais on voit également quel intérêt, quel profit l'employeur peut avoir de ce système de polyvalence. Donc rien n'est perdu, quels que soient les avantages que l'on peut en retirer. Alors, le toyotisme, qu'est-ce que c'est? Le toyotisme, c'est en gros un autre mot pour parler en fait de taylorisme. Ce mot, ou ce concept, puisque c'est un mot qui est à la mode aujourd'hui de parler de concept, ce concept en fait a été initié dans les usines de Toyota au Japon, et puis dans les multiples succursales de Toyota de par le monde, puisqu'il s'agit d'une multinationale. Il s'agit donc d'un taylorisme amélioré dans lequel on travaille à flux tendu, où il s'agit
de ne rien perdre dans le cadre de la production en termes de temps et en termes également de biens. Donc c'est un système qui maintenant s'est complètement généralisé. Il y a dans le cadre des relations entre le patronat et, je dirais, l'entreprise, puisque le patronat s'est anonymisé, puisqu'il y a maintenant l'administrateur délégué et les membres de son conseil d'administration ne sont plus que des employés, la plupart du temps, qui travaillent pour des actionnaires qui sont anonymes. Et les actionnaires, ben, ça peut être vous et moi d'ailleurs, si vous avez les moyens d'acheter des actions. Évidemment, vous n'aurez aucun poids. Évidemment, si vos revenus, si vous possédez peu d'actions, et donc, quand on parle d'actionnariat, on pense d'abord à la bourgeoisie, à la petite bourgeoisie aussi, qui, et même, je dirais, aux travailleurs, que l'on a poussé de plus en plus à investir dans les fonds de pension, ces fonds de pension qui ne sont pas vraiment identifiables, dans le cadre de la disparition progressive qui nous attend du système de retraite par répartition, un système de retraite par capitalisation. Donc on pousse les gens, évidemment, à investir, à adhérer à un fonds de pension. Donc ça, les travailleurs sont eux-mêmes le pied dans la gadoue, puisque eux-mêmes deviennent les propriétaires, voire des petits, tout petits propriétaires de moyens de production en tant qu'actionnaires. Alors que ces mêmes actionnaires, ces gros actionnaires, en tant que propriétaires de moyens de production, sont en même temps ceux qui les exploitent. Donc quand vous êtes un travailleur et que vous adhérez, que vous investissez dans un fonds de pension, le processus est très pervers. Vous rentrez dans un processus qui fait que, en tant qu'actionnaire, pour avoir plus de dividendes, vous aurez intérêt à ce que l'on réduise la masse salariale, donc que l'on augmente vos dividendes, et cela passe par des licenciements et par des délocalisations. Donc c'est un système complètement fou qui casse, bien entendu, la conscience de classe. Il y a un élément, je vous disais, dont je ne vous ai pas encore parlé, c'est le rôle de l'État, le rôle des politiques publiques. En France, l'État, qui aurait pu jouer un rôle au moins de frein par rapport au renforcement du capitalisme tout-puissant et de la financiarisation de l'économie, eh bien l'État a joué le rôle de suiviste, ou plus exactement parce que des politiques de droite ont été menées aussi bien par la droite proprement dite que par la gauche, entre guillemets, des socialistes, visant à, au fond, soutenir la bourgeoisie, parce que les membres de ces gouvernements étaient des agents, des intermédiaires de la grande bourgeoisie. Et donc l'État n'a certainement plus joué le rôle qui avait été le sien dans le cadre d'une dynamique du capitalisme d'ailleurs. Hein. Pensez à Keynes et a donc abandonné le rôle d'État social qui était le sien, qui avait été le sien dans le cadre de dynamisation justement du capitalisme. Pensez qu'en France, donc,
à partir de 1982, il y a eu une désindexation des salaires. Plus récemment, parce que je ne vais pas faire l'historique de tout ce qui s'est passé depuis 50 ans, mais pensez à ce qui s'est passé récemment, donc c'était encore, oui, l'an dernier, sous le quinquennat, la fin du quinquennat de François Hollande, et repris une fois son accession à la présidence par Emmanuel Macron, pensez à la loi El Khomri. Tout cela s'inscrivant dans le cadre d'une politique de flexi-sécurité où l'on veut rassurer les travailleurs en disant que la flexibilité sera accompagnée d'une sécurité de l'emploi, mais en fait ce sont des garanties qui sont très théoriques et qui relèvent d'une utopie, là, véritablement, parce qu'on ne voit pas pourquoi le capitalisme ferait des fleurs aux travailleurs. Et alors, en conclusion, et là, cela était déjà bien expliqué par Karl Marx, il y a bien longtemps, en 1867, dans le tome 1 du Capital, et dans d'autres écrits qu'il a publiés avec Engels, le système capitaliste se trouve devant une contradiction majeure. Quelle est cette contradiction majeure? Mais c'est qu'avec des travailleurs de plus en plus précaires, avec un nombre de chômeurs qui ne cesse d'augmenter, le pouvoir d'achat, qui est évidemment mis en évidence par les présidents de la République successifs, et qui avait été d'ailleurs le slogan de Nicolas Sarkozy. On se souviendra d'ailleurs de sa démonstration, travailler plus pour gagner plus. Hein? On peut dire beaucoup de choses à ce sujet-là. Eh bien, la contradiction majeure, c'est que les travailleurs ou ceux qui voudraient travailler ayant des revenus de plus en plus faibles, alors qu'on leur demande de consommer de plus en plus, ne peuvent pas répondre à cette demande du capitalisme. Et par conséquent, il y a une contradiction majeure. On pousse avec la publicité, entre autres, à vous vendre tout et n'importe quoi, alors que les gens ont de moins en moins de moyens. En tout cas, pour une grande part d'entre eux, je rappelle qu'il y a donc 10 millions de Français qui ont des revenus inférieurs au minimum vital. Alors, il y a évidemment des solutions multiples qui sont utilisées par le système. C'est de vous vendre donc de moins en moins cher, mais vous vendre de moins en moins cher, ça signifie que l'on écrase un peu plus la masse salariale. Donc c'est un système tout à fait vicieux, où on produit des biens de plus en plus mauvais, de mauvaise qualité, qui conduit à toute une série de scandales dans le domaine alimentaire, par exemple, mais pas seulement. Il y a donc un problème essentiel qui se pose, c'est celui de la place du travail dans notre société. Car longtemps, le travail était un lieu et un moyen d'accès à la vie d'adulte. Dans la mesure où les jeunes, aujourd'hui, éprouvent d'énormes difficultés à entrer dans le monde du travail, sinon par des stages, par des intérims, enfin, pas des vrais boulots, quoi. Comment voulez-vous qu'ils puissent, ne fût-ce que sur le plan idéologique, entrer dans la vie active? D'où toute une série de contradictions, chez les jeunes aussi. Des jeunes qui sont tentés par l'achat de produits multiples, alors qu'ils n'en ont pas les moyens. Le nombre
nombre de jeunes étudiants qui doivent travailler parallèlement à leurs études pour satisfaire des besoins, cette fois bien réels, en termes de vie et de survie, mais qui souvent doivent travailler plus pour satisfaire cette pression constante du monde capitaliste dans lequel nous vivons en termes d'offres de produits divers et variés. J'ai commencé mon exposé en expliquant que la France connaît aujourd'hui des grèves, des troubles divers. Pourtant, l'an dernier, il y a eu un rejet massif des politiques qui avaient été menées jusque-là, et surtout du casting. On a rejeté, tant à gauche qu'à droite, des personnages qui appartenaient à la vieille génération politique. Les Français ont, l'an dernier, choisi un président de 39 ans, qui se disait ni de gauche ni de droite. On voit ce qu'il en est aujourd'hui. La preuve a été faite. Il y a donc une contradiction apparente, en tout cas, entre le vote des Français ou d'une partie d'entre eux pour un président de droite, et d'autre part, un certain nombre de manifestations populaires aujourd'hui qui, on ne sait pas, ont peut-être aussi voté pour lui, ben, certainement pas en totalité, puisqu'on peut supposer que dans le monde des cheminots, de la fonction publique, il y a eu quand même un vote important, qui n'est un vote important, enfin, quoique, vers une certaine gauche, je dis bien une certaine gauche parce qu'elle est difficilement identifiable, mais il y a eu aussi beaucoup d'abstentions. Il y a eu des gens qui ont voté pour Macron par défaut, c'était un vote de refus de l'extrême droite, mais en même temps, il y a eu beaucoup d'abstentions. Et je vous ai dit tout à l'heure, en introduction, qu'il y avait beaucoup d'ouvriers qui ont voté pour Marine Le Pen. Donc on est dans un paysage politique, un paysage syndical qui paraît assez compliqué, mais qui, en tout cas aujourd'hui, et on va voir ce que les événements vont nous expliquer par la suite, je suis historien, je ne suis pas, même si je suis un historien engagé, je ne suis pas un prévisionniste, donc je ne fais pas la météo, on peut supposer quand même que un certain nombre de solidarités vont se manifester, on peut l'espérer, et que notre société qui est très souvent qualifiée d'individualiste, et ce n'est pas tout à fait faux, va dans les semaines qui viennent montrer que des dynamiques collectives peuvent se mettre en place. Vous savez, c'est le balancier d'histoire. Et peut-être le moment est-il venu qu'il se déplace dans une autre direction que celle qu'il avait prise jusqu'à présent. Je vous montre comme d'habitude un certain nombre de livres ou de revues en rapport avec mon sujet, qui m'ont servi pour le préparer et qui m'ont servi également dans ces derniers mois pour mûrir, en tout cas, ce que je voulais vous expliquer aujourd'hui et que je redévelopperai donc dans une semaine, le 25 avril, mais au moment de cet exposé, la vidéo sera au
moment où je ferai cet exposé le 25 avril, la vidéo ne sera pas encore sortie. Alors je vous montre un premier ouvrage, celui de Jean-François Sirinelli, publié l'an dernier, Les Révolutions françaises 1962-2017, chez Odile Jacob. Donc c'est un ouvrage qui, du point de vue socio-culturel et politico-culturel, doit être lu pour bien comprendre la période qui nous intéresse ici. Alors sur mai 68 et la période qui a suivi, son héritage, comme on le dit traditionnellement, je vous conseille, entre autres, parce qu'on n'arrête pas de publier bien sûr sur mai 68, puisque l'anniversaire aura lieu dans un peu moins d'un mois, dans 3 semaines, je vous conseille en particulier le numéro de hors-série de l'Obs, intitulé Le Grand Tournant, où vous avez un article, une excellente mise au point, dont je me suis inspiré ici, de Michel Pigenet, qui est professeur émérite à la Sorbonne, sur le monde du travail, justement. Alors, un ouvrage qui, je crois, fera date, enfin on peut l'espérer, de Ludivine Bantigny, 1968, de Grand Soir en Petit Matin, publié dans la collection L'Univers historique au Seuil. Alors, c'est une historienne qui est professeure à l'université de Rouen, en Normandie, et qui a consulté une masse considérable d'archives qui n'avaient pas été jusqu'aujourd'hui. Alors un ouvrage plus ancien, mais qui permet de mettre en perspective mon propos, de Christine Ross, mai 68 et ses vies ultérieures, publié par les éditions Complexes et Le Monde diplomatique. Alors sur le capitalisme, maintenant, j'ai essayé de diversifier mes sources pour ne pas être accusé d'être trop orienté. Alors de Luc Boltanski et Ève Chiappello, si on le prononce à l'italienne, sinon c'est Chiappello, Le nouvel esprit du capitalisme. Alors c'est un gros ouvrage qui fait près de 1000 pages, en tel Gallimard, qui met en évidence, qui analyse, qui démonte toute une série de techniques qui ont été mises au point, justement, dans le cadre de l'idéologie dominante. Jean-Luc Gréau, L'avenir du capitalisme, publié par le débat Gallimard. De Daniel Cohen, 3 leçons sur la société post-industrielle, dans la collection La République des idées au Seuil. Du même auteur, La prospérité du vice, une introduction inquiète à l'économie, chez Albin Michel. Alors, je vous ai parlé de l'État. Alors, l'État ne s'est pas contenté, si je puis dire, de mener une politique législative sous l'impulsion de différents gouvernements détricotant les droits acquis par les travailleurs. L'État a joué un rôle important dans le domaine idéologique. Et l'idéologie est supportée, bien entendu, par un vocabulaire particulier qui dénature complètement leur sens original, et pour éviter, bien entendu, qu'on utilise les vrais mots, hein, vous connaissez ce principe, plutôt que de parler de licenciement, on parle de restructuration, et ainsi de suite. Alors je vous conseille vivement cet ouvrage sous la direction de Pascal Durand, Les nouveaux mots du pouvoir, abécédaire critique, aux éditions Aden. Aden est un petit éditeur belge, mais qui publie énormément. De Xavier Dupré, Henri Houben et Éric Rydberg, Capital contre travail,
L'offensive sur les salaires, édité chez Couleur Livre. Alors c'est un ouvrage qui, il est vrai, est consacré principalement à la Belgique, mais je peux vous dire, pour l'avoir lu très sérieusement à l'époque, qu'il s'agit en fait d'un livre qui est tout à fait applicable à la France. Enfin, presque tout à fait, puisque les politiques, si elles se sont très fortement rapprochées, ne sont pas évidemment synchrones. Dans la revue Sciences humaines, c'est un numéro qui date de 2005, mais tant mieux, puisque la période que j'étudiais couvrait 50 ans, de 1968 à 2018, donc c'est intéressant de voir quelles étaient les réflexions, les analyses que pouvaient faire un certain nombre de sociologues dans cette revue, dont le dossier s'intitule « Les nouvelles formes de la domination du travail ». Un autre numéro de Sciences humaines, cette fois il date de juin 2011, confie au travail de nouvelles mobilisations. Alors, dans ce recueil qui est publié régulièrement par Le Monde diplomatique, en fait ce sont des articles qui s'étendent souvent sur une vingtaine d'années, mais vu mon point de vue ici c'est très intéressant. Alors je ne sais pas de quand datent les plus anciens articles. Alors le plus ancien date de 93, vous voyez. Donc ça couvre toute une série d'articles sur le sujet, les révoltés du travail, et c'était publié en février-mars 2009. C'est le numéro 103. Alors deux romans pour finir. Alors vous connaissez certainement Gérard Mordillat, dont le film Les vivants et les morts est passé à la télévision il y a quelques années, montrant les conflits dans une usine de province en France. Alors il a publié dans cette série 3 ouvrages, donc il s'agit d'un triptyque comme lui-même le dit. Donc il y a, j'essaie de retrouver les noms, oui, il y a Les vivants et les morts, Notre part des ténèbres et Rouge dans la brume, qui sont en fait 3 romans sur le monde du travail, sa vie et ses combats. Je vous montre ici la couverture de Rouge dans la brume, publié en livre de poche. Je me souviens qu'une année je l'ai donné à lire à mes étudiants en histoire. Et alors je vous soumets, alors évidemment il s'agit d'un texte daté, mais enfin, page 324, dans ce roman, Gérard Mordillat met dans la bouche d'une des protagonistes des vers de Bertolt Brecht. Nous allions changeant de pays plus souvent que de souliers, à travers la guerre des classes désespérée, là où il n'y avait qu'injustice et pas de révolte. Et alors, cet ouvrage, puisque je ne suis pas issu du monde ouvrier, dans ma famille, donc qui m'a vraiment ouvert les yeux, il y a juste 40 ans, au moment de sa publication aux éditions de Minuit, je vous montre l'ouvrage de Robert Linhart, L'Établi, c'est un grand classique, mais qui était pour moi une véritable illumination, dans la mesure où j'ai découvert, ce que je ne connaissais pas du tout, ce que c'était que le processus, le procès du travail. Et il explique justement dans cet ouvrage, comment dirais-je, je vais vous lire la page arrière de couverture. L'Établi, ce titre désigne d'abord les quelques centaines de militants intellectuels qui, à partir de 1967, s'embauchaient, s'établissaient dans les usines ou les docks. Celui qui parle ici a passé une année comme OS2
dans l'usine Citroën de la Porte de Choisy. Il raconte la chaîne, les méthodes de surveillance et de répression. Il raconte aussi la résistance et la grève. Il raconte ce que c'est pour un Français ou un immigré d'être ouvrier dans une grande entreprise parisienne. Mais l'établi, c'est aussi la table de travail bricolée, où un vieil ouvrier retouche les portières irrégulières ou bosselées avant qu'elles passent au montage. Ce double sens reflète le thème du livre, le rapport que les hommes entretiennent entre eux par l'intermédiaire des objets, ce que Marx appelait les rapports de production. J'ai dit